dans le cœur meurtri mais résilient d'Iston, une ville où chaque trottoir fissuré et chaque fresque défraîchie racontait une histoire de difficulté et d'espoir, les sœurs jumelles Amani et Amari Rivers commençaient chaque journée avec une détermination tranquille, née d'une profonde perte personnelle. L'air matinal, frais et chargé du parfum de la rosée sur les bancs négligés du parc, portait en lui les échos d'une époque plus heureuse, celle où leur père, Elia Rivers, était un organisateur communautaire apprécié, connu pour son travail inlassable en faveur des plus défavorisés. Désormais, sa douce guidance n'était plus qu'un souvenir, sa présence un fantôme qui hantait chacun de leurs pas emprisonnés à tort pour des accusations qui avaient brisé les fondements de leur famille. L'absence d'Elia était le rappel constant et douloureux d'un système défaillant. À chaque aube, tandis que la ville s'animait lentement, les jumeaux se retrouvaient sur les marches usées par le temps de leur modeste demeure, un lieu où résonnait encore le sourire chaleureux de leur père et l'écho de son rire. Amani, l'aîné de quelques minutes, empreint d'une autorité sereine, réveillait doucement Amari par de douces paroles d'encouragement. Ils partageaient un petit déjeuner tranquille, composé de ce qu'ils pouvaient se permettre, assis côte à côte à une table en bois délabrée dans leur cuisine exiguë. Entre deux gorgées de café léger et le souvenir doux amer de la présence réconfortante d'Elia, les jumeaux échangeaient des vœux silencieux. Un jour, ils restaureraient son honneur et le ramèneraient chez eux. Leurs promesses tacites étaient gravées dans chaque regard et dans chaque mot déterminé qu'ils murmuraient dans le silence du petit matin. Au fil de la journée, les filles naviguaient dans un monde qui semblait souvent indifférent à leurs souffrances. Dans les rues d'Iston, où l'espoir peinait à éclore dans un contexte de délabrement économique et de négligence sociale, elles furent confrontées à la fois à la cruauté et à la bonté, dans des proportions inattendues. Amani, avec son regard fixe et sa force tranquille, acceptait des petits boulots, livrait des journaux, aidait dans un restaurant local, tandis qu'Amari, toujours l'âme sensible avec le cœur d'un artiste, peignait sur des murs abandonnés, chaque coup de pinceau témoignant de leur esprit durable. Ensemble, ils ont parcouru les ruelles étroites et les marchés animés, leur lien étant un bouclier incassable contre une société qui les avait abandonnés, dans des conversations chuchotées et des regards partagés. Ils planifiaient un avenir où la justice prévaudrait et où le nom de leur père serait lavé de la tache de corruption. Au milieu de cette lutte quotidienne, une étincelle d'espoir a commencé à scintiller lorsque la nouvelle s'est répandue d'un juge connu pour son équité et sa compassion, le juge Ellington Harlow, dont la réputation de déracinement de l'injustice dans un système criblé de préjugés avait atteint même les coins les plus défavorisés de la ville. Les jumeaux avaient écouté attentivement les conversations à voix basse dans les centres communautaires locaux et entendu des bribes de conversation dans les couloirs bondés du palais de justice. Dans ces fragments, ils voyaient la promesse d'un homme qui accepterait enfin d'écouter leur histoire, un phare dans l'obscurité de leur désespoir persistant. Avec un optimisme prudent, ils décidèrent de le suivre eux aussi, de suivre chacune de ses apparitions dans l'espoir qu'il puisse un jour prêter son influence à leur cause. Cet après-midi-là, alors qu'un vent froid soulevait la poussière rouge des rues de la ville, Amani et Amari se postèrent près de l'imposante entrée du tribunal supérieur d'Iston. Ils se dissimulèrent parmi la foule de citoyens et d'employés fatigués du palais de justice, les yeux rivés sur les grandes portes de laiton qui marquaient la frontière entre un monde de justice pleine d'espoir et un monde qui avait si souvent fermé les yeux sur leurs souffrances. Les jumeaux serraient contre eux des photos décolorées de leur père, rappel de celui pour qui ils se battaient, et griffonnaient des notes ferventes dans un journal en cuir usé. Chaque note était une promesse d'avancée, une déclaration silencieuse que malgré le poids de l'injustice systémique, ils ne se laisseraient pas réduire au silence. Dans cette atmosphère chargée, où chaque pas résonnait comme un battement de cœur de rébellion, la détermination des sœurs se cristallisa. Elles savaient que le voyage à venir serait semé d'embûches et de chagrins, mais le souvenir de la bonté inébranlable de leur père et l'espoir désespéré d'une communauté aspirant à la justice les stimulèrent. Leurs petites silhouettes déterminées se fondirent dans la foule agitée, se lançant dans une quête qui allait finalement défier les pouvoirs enracinés d'Iston. Alors que les portes du palais de justice s'ouvraient et que la présence du juge Harlow remplissait l'espace, les jumeaux s'avançaient vers un destin défini par le courage, l'unité et la promesse d'un avenir meilleur. Dans les jours qui suivirent, Amani et Amari Rivers transformèrent leur veillée silencieuse en une mission résolue. Chaque matin, avant même que le palais de justice ne s'anime, les jumelles sortaient de leur modeste demeure avec une détermination qui trahissait la tristesse gravée dans leur cœur. Elles en étaient venues à croire que chaque pas vers l'imposante cour supérieure d'Iston était un pas vers la reconquête de la dignité perdue de leur famille. Enveloppées dans des manteaux délavés et serrant contre elles des photos usées de leur père Elia, les sœurs se mirent en route avec une résolution commune, née d'une vie de promesses murmurées et de prières silencieuses pour la justice. Chaque jour, dès que les premiers rayons du soleil perçaient sur l'horizon déchiqueté de la ville, ils se positionnaient stratégiquement le long des marches du palais de justice. De leur position privilégiée,
Cachés derrière les premiers arrivants et le personnel du palais de justice, les jumeaux observaient le quotidien du système judiciaire avec l'attention méticuleuse de détectives. Ils ont noté chaque détail. Les chaussures cirées des avocats. Les salutations feutrées échangées par les greffiers. Et surtout, la démarche mesurée du juge Ellington Harlow lorsqu'il pénétra dans le majestueux bâtiment patiné par le temps. Sa présence calme et digne offrait un contraste saisissant avec la dureté du monde extérieur, un monde qui avait si cruellement déchiré leur famille. Durant ces longues heures de silence, les jumeaux communiquaient par de doux murmures pressants. Ils passaient en revue les détails accumulés au fil des semaines, des notes prises sur des bouts de papier, des gribouillis dans un journal en cuir usé, et même des mémos vocaux enregistrés à la hâte sur un vieux téléphone portable. Dans ces échanges chuchotés, l'assurance constante d'Amani s'équilibrait avec l'empathie sensible d'Amari. Amani, la sœur aînée, avait endossé le rôle de protectrice et de planificatrice. Elle analysait le quotidien du juge, son heure d'arrivée au palais de justice, son itinéraire dans l'atrium animé et ses interactions subtiles avec le personnel du tribunal, qui trahissait sa nature compatissante. Amari, quant à elle, absorbait chaque nuance, son regard perçant capturait non seulement les détails physiques, mais aussi les émotions inexprimées sur les visages qui l'entouraient. Les sourires fatigués de ceux qui avaient vu trop d'injustice. Les regards pleins d'espoir d'inconnus qui, ne serait-ce qu'un instant, croyaient que le changement était possible. Par un matin particulièrement frais, alors que les feuilles d'automne dansaient sur les trottoirs et qu'un léger froid laissait présager l'approche de l'hiver, les jumeaux remarquèrent quelque chose d'inhabituel. Le juge Harlow, connu pour son sang-froid inébranlable, semblait particulièrement pensif ce jour-là. Sa démarche lente et posée et le bref regard, presque triste, qu'il échangea avec un jeune greffier réveillèrent quelque chose au plus profond d'Amani et d'Amari. Dans cet instant unique et fugace, ils avaient l'impression que le juge portait lui aussi un poids, un fardeau secret de culpabilité ou de regret qui résonnait avec leur propre chagrin. Incapables de contenir plus longtemps leur curiosité et leur espoir, ils commencèrent à reconstituer sa routine avec encore plus de précision. Entre conversations feutrées dans les coins tranquilles du parking du palais de justice et regards furtifs échangés aux arrêts de bus, les jumeaux ont compilé un planning détaillé des déplacements du juge. Ils ont découvert que chaque mardi matin, peu après être entré dans le bâtiment, le juge Harlow s'arrêtait à une petite fenêtre donnant sur une cour négligée, les yeux fixés sur quelque chose, ou quelqu'un, au-delà de la vitre. Pour les jumeaux, cette pause était un appel silencieux, un moment de vulnérabilité caché aux yeux du public. C'était comme si le juge portait lui aussi les cicatrices de l'injustice, peut-être même celles infligées par les mêmes pouvoirs corrompus qui avaient fait du tort à sa propre famille. Enhardis par leur collection croissante d'observations, Amani et Amari décidèrent d'en apprendre davantage sur le juge Harlow. Ils ont écouté les murmures parmi le personnel du palais de justice et se sont adressés discrètement à des greffiers compatissants qui se souvenaient avoir entendu le juge parler avec une compassion silencieuse en privé. Au cours de ces échanges clandestins, les jumeaux ont appris que Harlow n'était pas seulement un strict exécuteur de la loi, mais aussi un homme dont les expériences personnelles l'avaient poussé à défendre les causes des marginalisés. Des rumeurs suggéraient qu'il avait été confronté à l'injustice de première main et que ses décisions devant les tribunaux étaient souvent tempérées par le désir de protéger ceux qui ne pouvaient pas se défendre. Ce soir-là, sous la douce lueur d'un lampadaire à l'extérieur du palais de justice, les jumeaux étaient assis blottis l'un contre l'autre sur un banc de pierre froid. Leur conversation était ponctuée par le bourdonnement lointain de la vie urbaine et le bruissement des feuilles qui tombaient. Les yeux d'Amari brillaient de larmes retenues alors qu'elle parlait du doux héritage de leur père et de la promesse qu'ils avaient faite de le voir libéré. Amani, toujours pragmatique, a exposé leurs plans pour les jours à venir, suivre le juge de plus près, documenter chacun de ses mouvements et peut-être un jour trouver le bon moment pour l'approcher avec leur histoire. Ils ont parlé à voix basse de la façon dont sa compassion pourrait être la clé pour obtenir la justice qu'ils recherchaient si désespérément. La nuit fut longue et remplie d'une résolution tranquille, chaque heure qui passait renforçant leur détermination à apporter un changement. Les jumeaux savaient que la route qui les attendait serait périlleuse, un voyage semé d'embûches. Mais dans ce bref instant d'unité, sous l'ombre menaçante du palais de justice, ils ont nourri l'espoir que la justice n'était pas un rêve lointain, mais une réalité imminente. Et alors qu'ils se levaient enfin du banc, leurs silhouettes se fondant dans le paysage urbain qui s'assombrissait, Amani et Amari Rivers se lancèrent dans une mission qui allait bientôt lier leur destin à celui du juge Harlow, et à l'âme même d'Easton. Dans les jours qui ont suivi, la veillée silencieuse des jumeaux à la cour supérieure d'Easton s'est transformée en une mission soigneusement orchestrée. Chaque matin, avant que le palais de justice ne s'éveille, Amani et Amari sortaient de leur modeste maison avec une détermination renouvelée. Ils ont fait de leur rituel d'arrivée tôt,
non seulement pour observer la routine quotidienne du juge Ellington Harlow, mais aussi pour documenter chaque détail qui pourrait s'avérer crucial pour leur cause. Cachés derrière des groupes de voyageurs matinaux et du personnel du palais de justice, les jumeaux ont pris note de schémas subtils, l'heure exacte à laquelle le juge est entré dans le bâtiment, l'itinéraire qu'il a emprunté le long du long couloir de marbre et même les moments fugaces où son regard s'est adouci alors qu'il s'arrêtait près d'un vitrail particulier donnant sur une cour calme. Ils ont commencé à compiler leurs observations dans un journal relié en cuir partagé, dont les pages étaient remplies de croquis méticuleux, d'orodatages et même d'extraits de conversations entendues entre les employés du palais de justice. Omari, avec son œil artistique aiguisé, dessinait des portraits détaillés de l'expression du juge pendant ces moments rares et vulnérables. Amani, toujours stratège, a organisé ses croquis dans une chronologie, les corrélant avec ses propres notes sur l'agencement du palais de justice et le mouvement du personnel tout au long de la journée. Ensemble, les sœurs formaient une tapisserie silencieuse de preuves, poussées par leur conviction que le juge Harlow détenait la clé de la rédemption de leur père. Leurs enquêtes n'étaient cependant pas sans risque. À voix basse, ils ont échangé des informations avec des personnes sympathiques travaillant à l'intérieur du palais de justice, un greffier qui a avoué avoir été témoin du côté compatissant du juge, et un concierge qui a mentionné comment le juge s'attardait souvent dans le couloir longtemps après que la plupart soient partis, comme s'il cherchait du réconfort dans la solitude. Les jumeaux écoutaient attentivement, leurs yeux brillant à la fois d'espoir et de détermination tranquille. Ces fragments de conversation ont non seulement confirmé leurs soupçons croissants sur l'empathie latente du juge, mais ont également laissé entendre que lui aussi avait été blessé par les injustices d'un système qui semblait indifférent à la souffrance des plus vulnérables. Un matin frais, alors que les premières lueurs de l'aube se répandaient sur la ville, les jumeaux remarquèrent quelque chose de différent. Le juge Harlow, qui procédait habituellement avec sa routine mesurée, s'arrêta à l'entrée d'une petite porte latérale menant à une annexe négligée du palais de justice. Cette anomalie ne passa pas inaperçue auprès d'Amani, qui nota immédiatement l'heure et la position dans le journal. Amari, debout à proximité, observa que l'expression normalement dure du juge était remplacée par un regard rare, presque mélancolique, une expression qui parlait d'un fardeau caché. Ce moment éveilla chez les jumeaux un désir ardent d'en savoir plus sur son histoire. Qui était cet homme dont le regard trahissait la tristesse sous un vernis d'autorité? Quel secret détenait-il qui résonnait si profondément dans leur propre lutte? Déterminés à briser le silence, les jumeaux commencèrent à interagir discrètement avec les personnes présentes autour du palais de justice. À un arrêt de bus très fréquenté, près du bâtiment, ils abordèrent une femme âgée et bienveillante, gardienne. Autour d'une tasse de café tiède partagée dans une conversation tranquille, la femme a révélé que le juge Harlow était autrefois connu pour avoir défendu les droits des marginalisés, même lorsque cela signifiait entrer en conflit avec les puissants. Elle a parlé doucement d'une époque où ses décisions avaient apporté un soulagement aux familles accablées par l'injustice, un héritage qui semblait désormais précairement suspendu dans la balance au milieu de la corruption croissante de la ville. Ces récits intimes, transmis sous forme de douces confidences, ont permis aux jumeaux non seulement de mieux comprendre le juge, mais aussi de retrouver un sens renouvelé de leur vie. Au fil des jours, les observations minutieuses d'Amani et d'Amari ont commencé à former une image cohérente de la vie quotidienne du juge Harlow. Ils ont découvert qu'il se rendait souvent dans une petite cour ensoleillée derrière le palais de justice, un sanctuaire où il pouvait avoir quelques instants seuls pour réfléchir. Les jumeaux ont enregistré le temps qu'il y passait, notant que son regard balayait souvent l'horizon comme s'il cherchait des réponses. Ce rituel secret, caché au public, a alimenté leur espoir que le juge pourrait être ému par leur propre histoire de perte et de résilience. Il était désormais clair que sa nature douce et empathique n'était pas une faiblesse mais un appel aux armes pour ceux qui avaient souffert d'injustice systémique. Dans ce réseau complexe d'observations et de révélations murmurées, les jumeaux ont commencé à voir la voie à suivre. Leur documentation minutieuse s'était transformée en un plaidoyer silencieux, une promesse qu'un jour ils approcheraient le juge Harlow et partageraient leur voyage déchirant. Chaque jour qui passait, la détermination dans leurs yeux devenait plus brillante et l'espoir que la justice soit enfin à portée de main devenait une force tangible et vivante. Ainsi, au milieu du rythme effréné de la vie quotidienne à Easton, Amani et Amari Rivers préparent le terrain pour le prochain chapitre de leur quête de vérité et de rédemption, un voyage qui allait bientôt lier leur destin à celui de l'âme compatissante du juge Harlow. Sous un ciel passant du crépuscule à la nuit, les jumeaux ont pris une décision qui allait changer le cours de leur lutte. Dans les heures calmes précédant la fermeture des lourdes portes du palais de justice, Amani et Amari Rivers ont rassemblé leur courage dans le petit salon peu meublé de leur modeste appartement. Chaque détail des semaines passées, chaque observation soigneusement notée de la routine du juge Ellington Harlow, chaque confession murmurée par des greffiers et des gardiens compatissants les avait conduits à ce moment critique.
Ils savaient que pour garantir la liberté de leur père et défier les forces corrompues qui avaient bouleversé leur vie, ils devaient parler directement à l'homme dont la compassion, selon eux, pouvait être la clé pour débloquer les gardiens du système. Le plan était simple, mais périlleux. Il s'approcherait du juge Arlo pendant un moment de calme, alors qu'il était en garde, pour lui raconter toute l'étendue de leur histoire et plaider pour son intervention. Le palais de justice, avec ses salles sacrées et ses marches résonnantes, leur avait toujours semblé être une forteresse, construite sur des traditions qui ignoraient trop souvent les appels des marginalisés. Mais dans les moments fugaces d'introspection du juge ou les moments où il s'arrêtait à cette petite fenêtre donnant sur la cour négligée où il voyait une lueur de vulnérabilité, un témoignage silencieux des fardeaux qu'il portait. C'est dans ces moments délicats que les jumeaux espéraient se connecter avec lui, trouver dans son cœur une oreille compatissante pour l'injustice qui avait déchiré leur famille. Ce soir-là, alors que le crépuscule s'épaississait et que les ombres s'étendaient sur les sols en marbre poli de la cour supérieure d'Iston, les jumeaux mirent leur plan à exécution. Déguisés en vêtements simples et quelconques qui leur permettaient de se fondre dans la foule du soir, ils se sont glissés par l'entrée latérale du palais de justice juste au moment où les dernières procédures de la journée touchaient à leur fin. Leurs yeux, remplis à la fois d'appréhension et de détermination inébranlable, scrutaient les couloirs silencieux à la recherche du moindre signe du juge. Pendant des heures, ils sont restés cachés à la périphérie, leur cœur battant à l'unisson tandis qu'ils racontaient chaque détail du sort injuste de leur père et chaque lutte qu'ils avaient endurée en son absence. Alors que le bruit du bâtiment s'estompait dans un silence profond et réfléchi, une silhouette solitaire émergea de l'un des bureaux arrière, un homme en costume usé dont les pas mesurés et le regard pensif trahissaient sa lassitude. C'était le juge Arlo. Les jumeaux le suivirent à une distance respectueuse, leur présence masquée par la faible lueur des lampes du couloir et le bourdonnement sourd de la climatisation centrale du bâtiment. Les pas d'Arlo le conduisirent dans un petit bureau calme au bout d'un long couloir, un sanctuaire de solitude où il se retirait souvent pour rassembler ses pensées après de longues journées au tribunal. Dans ce modeste bureau, éclairé uniquement par la douce lumière d'une lampe de bureau et une seule fenêtre donnant sur une cour endormie, le juge Arlo était assis à un bureau en bois cabossé. Il retira ses lunettes, se frotta les yeux avec lassitude et sortit d'un tiroir une photographie décolorée, vestige d'une époque où lui aussi avait été confronté à des difficultés personnelles et avait ressenti la douleur de l'injustice. Dans ce moment privé, l'expression sévère du juge s'adoucit, remplacée par une mélancolie introspective qui faisait allusion à des batailles menées en silence. C'est alors qu'Amani, sa voix à peine plus haute qu'un murmure mais remplie d'émotions brutes, s'éclaircit la gorge. Surpris par le bruit inattendu, le juge Arlo leva les yeux, ses yeux rencontrant les siens une paire d'yeux déterminés et pleins d'âme qui semblaient porter le poids de toute une vie de perte et d'espoir. Amari se tenait à proximité, soutenant sa sœur, ses propres yeux brillants de larmes retenues alors qu'elle serrait un petit journal relié à la main rempli de leurs notes minutieuses. D'un pas mesuré, Amani s'avança, le cœur battant la chamade tandis qu'elle parlait. « Votre honneur, nous vous suivons depuis des semaines, espérant trouver un moment pour vous parler. Nous sommes Amani et Amari Rivers, et notre père, Elia Rivers, est un homme innocent, injustement emprisonné par un système qui a oublié ce que signifie la vraie justice. » Sa voix, bien que tremblante, portait une sincérité féroce qui résonnait dans la pièce silencieuse. Les yeux du juge Arlo s'écarquillèrent d'incrédulité. Les jumeaux continuèrent, racontant les longues nuits de difficultés, les observations méticuleuses qu'ils avaient faites et les sacrifices douloureux qu'ils avaient endurés. Ils ont parlé de l'injustice qui avait déchiré leur famille et de l'espoir que, dans sa position d'autorité et de compassion, il pourrait aider à restaurer ce qui avait été perdu. Chaque mot était imprégné de l'émotion brute d'une vie vécue dans une lutte constante, et tandis qu'il parlait, les traits durcis du juge s'adoucissaient en un regard de profonde empathie. Pendant ce qui sembla être une éternité, la pièce retint son souffle. Finalement, le juge s'est adossé à sa chaise grinçante, les yeux humides de larmes retenues. « Je n'en avais aucune idée, » murmura-t-il, la voix étranglée par le regret et le chagrin. « J'ai vu de nombreux cas, mais je n'ai jamais vu la douleur d'une famille avec autant de clarté. Je vous le promets, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour réexaminer le cas de votre père et réparer ce terrible tort. » À cet instant, le monde extérieur cessa d'exister. Seul comptait le lien fragile entre le juge et les jumeaux, une compréhension commune de la perte, de la résilience et du besoin impérieux de justice. Alors que la nuit avançait, le juge et les jumeaux passèrent des heures ensemble dans ce bureau silencieux, parlant à voix basse des preuves, de leurs espoirs de réforme et de la possibilité de récupérer un héritage d'honneur qui avait été terni par la corruption. Chaque détail, chaque appel sincère, tissait une tapisserie de détermination qui résonnait bien au-delà des limites de cette modeste pièce. Dans le silence qui a suivi leur conversation,
les jumeaux ont ressenti une nouvelle étincelle d'espoir, la conviction que peut-être le long voyage à venir pourrait enfin conduire à la rédemption de leur père et à la transformation de leur communauté. Quittant le bureau avec la promesse de revenir avec des mises à jour et un plan d'action, Amani et Amari retournèrent dans l'air frais de la nuit, le cœur plus léger et leur résolution renforcée. La rencontre avec le juge Arlo a été un tournant, un moment où la souffrance silencieuse de leur passé a commencé à fusionner avec la promesse d'un avenir fondé sur la justice. Et tandis que le palais de justice s'éloignait derrière eux, les jumeaux savaient qu'ils avaient fait un pas décisif vers la réécriture de l'histoire de leur famille, une histoire de courage, d'espoir et de quête incessante de la vérité. Dans les jours qui ont suivi cette rencontre fatidique dans le bureau silencieux du juge, une nouvelle énergie a commencé à parcourir les jumeaux. Amani et Amari Rivers, avec la promesse du juge Ellington Arlo résonnant dans leurs oreilles, sont retournés dans leur modeste appartement avec le cœur porté par un espoir prudent et l'esprit déjà en pleine ébullition avec des projets. Ce soir-là, autour d'un dîner léger composé de soupe et de pain rassis, les jumeaux se sont blottis l'un contre l'autre dans la faible lumière de leur salon. Le doux bourdonnement d'une radio cabossée remplissait le silence entre leurs paroles tandis qu'ils discutaient de ce qui s'était passé plus tôt. D'une voix ferme, Amani dit « On a enfin réussi à le joindre, Amari. Il se soucie vraiment de moi. Il a promis d'examiner le cas de père. » Amari, les yeux brillants d'un mélange de soulagement et de tristesse persistante, hocha la tête. « Je sais, ma sœur. Je l'ai ressenti aussi, à la façon dont il nous a regardés quand nous avons raconté notre histoire. C'était comme si toutes ces années de douleur et de regret convergeaient vers ce moment. Mais nous devons maintenant être courageuses. Nous avons une chance de tout changer. » Le lendemain matin, les jumeaux se mirent en route pour tenir la promesse faite par le juge Arlo. Ils ont d'abord visité le centre communautaire local, un lieu qui avait longtemps été un sanctuaire pour ceux qui cherchaient du réconfort et de la défense. Là, ils ont rencontré un groupe d'activistes locaux qui avaient discrètement rassemblé des preuves de corruption municipale. Dans une petite salle de conférence encombrée, les jumeaux ont présenté tous les détails qu'ils avaient soigneusement enregistrés, les habitudes quotidiennes du juge, le bref moment où il semblait regarder au-delà de la façade d'un homme endurci et les confidences feutrées partagées par le personnel sympathique du palais de justice. Leur présentation était brute et sincère. Amari a montré des photos décolorées de leur père, tandis qu'Amani a parlé avec une autorité tranquille des injustices systémiques qui avaient déchiré leur famille. Au début, la pièce était silencieuse, puis des murmures d'approbation et des promesses d'aide se sont fait entendre. Une bénévole, Marge Ellison, une enseignante à la retraite, a serré la main d'Amani et lui a dit « Votre père croyait en la justice. Et maintenant, nous devons honorer son héritage. Nous ferons tout notre possible pour vous soutenir. » Encouragés par la réponse de la communauté, les jumeaux ont contacté le juge Arlo. Le lendemain, ils ont organisé pour aide une réunion de suivi dans un petit café local. Un terrain neutre, loin des couloirs intimidants du palais de justice. Assis en face de lui à une table en bois patiné, le juge Arlo paraissait plus accessible, le regard doux mais déterminé. « J'ai longuement réfléchi à ce que vous m'avez dit », commença-t-il d'une voix basse et sincère. « L'affaire de votre père, quelles que soient les machinations qui ont mené à son emprisonnement, me hante. Je veux vous aider. J'ai déjà commencé à rédiger une lettre à la commission d'examen judiciaire de l'État, soulignant les anomalies de son procès et demandant une enquête approfondie et indépendante. » Ces paroles, prononcées avec une passion mesurée, ont suscité chez les jumeaux un espoir qu'ils n'avaient pas osé ressentir depuis tant d'années. « Merci, juge, » répondit Amani, la voix tremblante de gratitude. « Cela signifie plus pour nous que vous ne pouvez l'imaginer. » Amari, presque étouffé par son émotion, ajouta doucement « Nous voulons juste que notre père revienne. Nous voulons que justice soit faite. » La réunion s'est poursuivie pendant des heures, au cours desquelles ils ont discuté de la complexité de la réouverture d'un dossier jusque-là scellé derrière des couches de bureaucratie opaque. Le juge Arlo a expliqué que la bataille ne serait pas facile, de puissants intérêts étaient en jeu et la corruption était profondément ancrée dans les fondations du gouvernement local. Il a toutefois insisté sur le fait qu'il utiliserait son influence et son expérience pour orienter le processus d'examen et garantir que chaque élément de preuve soit réexaminé. J'ai des contacts au bureau du procureur et auprès d'organismes indépendants de surveillance juridique, a-t-il déclaré en glissant sur la table une note manuscrite contenant les noms et les numéros de téléphone. Vous devez rester en sécurité. Et je ferai tout mon possible pour protéger votre droit à la parole. La justice peut tourner lentement, mais elle finira par abattre les obstacles les plus difficiles. Avec le soutien du juge comme guide, les jumeaux ont entamé la phase suivante de leur mission.
Ils ont commencé à collaborer avec des avocats et des militants locaux pour constituer un dossier complet détaillant chaque incohérence du procès de leur père. Ils ont passé des nuits blanches dans l'étroite salle arrière d'un centre communautaire, où ils ont étudié les transcriptions des audiences, enregistré les témoignages d'anciens jurés et recueilli les déclarations de témoins de ceux qui avaient longtemps eu peur de s'exprimer. Amani a organisé les informations méticuleusement, créant une chronologie des événements qui dressait un tableau accablant de l'échec systémique, tandis qu'Amari ajoutait ses propres réflexions personnelles ou des rappels poignants de la famille qu'ils avaient perdue et de l'avenir qu'ils espéraient reconquérir. La nouvelle de leurs efforts s'est rapidement répandue. Les journaux locaux ont commencé à publier des articles laissant entrevoir un scandale naissant, un dirigeant communautaire respecté, une incarcération injustifiée, une enquête en cours pour corruption judiciaire et l'émergence de voix longtemps endormies exigeant des comptes. La population, longtemps privée de ses droits et résignée, a commencé à se rallier aux jumeaux Rivers. Les réunions communautaires ont attiré un public nombreux, les citoyens partageant des histoires d'injustice similaires, chaque récit étant un fil conducteur dans la trame d'une ville en déroute. Ces rassemblements sont devenus un creuset d'action collective, où l'espoir nourri par la promesse du juge Arlot s'est transformé en un mouvement alimenté par la détermination de la base. Un après-midi frais, alors que les jumeaux rentraient chez eux à pied dans des rues bordées de visages pleins d'espoir et de banderoles pleines d'entrain appelant à la justice, Amari se tourna vers Amani et dit : « Notre père disait toujours que la vérité est comme une graine. Elle peut être profondément enfouie, mais avec soin et persévérance, elle peut devenir forte et belle. » Amani sourit à travers ses larmes et répondit : « Et maintenant, nous sommes cette attention. Nous sommes cette persévérance. Je sais qu'ils veillent sur nous. » Leur détermination commune était palpable, une promesse silencieuse que, quelle que soit la redoutable puissance du système, la vérité ne serait pas étouffée. Au fil des semaines, la lettre du juge Arlot à la commission d'examen juridique a déclenché une enquête officielle. L'État a nommé une commission indépendante pour réexaminer l'affaire, et bientôt, de hauts fonctionnaires ont été contraints de témoigner sur tous les aspects du procès d'Elia Rivers. Le processus fut lent et semé d'embûches, manœuvres juridiques, déclarations publiques défensives des personnes impliquées, et même menaces visant à faire taire la dissidence. Mais les bases étaient posées. L'enquête a révélé des irrégularités dans le traitement des preuves, des incohérences dans les témoignages des témoins et même des aveux d'anciens procureurs qui avaient été contraints au silence. Lors d'une réunion publique décisive tenue au centre communautaire rénové, le juge Arlot, les jumeaux et plusieurs militants clés se sont présentés devant un public nombreux. Dans un discours passionné, le juge a déclaré : « Aujourd'hui, nous sommes unis en tant que communauté qui refuse de se laisser définir par l'injustice. Nous honorons la mémoire d'Elia Rivers en exigeant que la vérité et la transparence prévalent. » La foule a éclaté en applaudissements et, pour la première fois depuis des années, un sentiment d'unité et d'espoir a rempli la salle. Ce soir-là, en rentrant dans leur petite maison, les jumeaux ressentaient un mélange d'épuisement et d'euphorie. La route était encore longue, mais les premiers pas concrets vers la rédemption avaient été franchis. Amani et Amari étaient assis ensemble sur leur canapé usé, revoyant les événements de la journée, leurs yeux reflétant à la fois la détermination et la faible lueur d'un avenir où le nom de leur père serait blanchi. Avec le soutien du juge Arlot et d'une communauté éveillée derrière eux, ils savaient que le combat pour la justice avait enfin véritablement commencé. Et dans ce moment partagé de victoire silencieuse, les jumeaux se sont jurés de persévérer, quels que soient les défis à venir, animés par la conviction profonde que même les blessures les plus profondes pouvaient être guéries par la quête incessante de la vérité et la force inébranlable de l'espoir. Et dans les semaines qui ont suivi la rencontre avec le juge Arlot, l'atmosphère à Easton a commencé à changer, non sans résistance. La promesse du juge de rouvrir le dossier d'Elia Rivers a déclenché une enquête officielle qui a lentement pris de l'ampleur, même si des forces obscures ont tenté de la repousser. La nouvelle de l'enquête indépendante a suscité des murmures dans toute la communauté, et les rues, autrefois emplies d'un silence résigné, vibraient désormais d'un optimisme prudent et d'un calme absolu. Au milieu de cette vague croissante d'enquêtes, les jumelles Amani et Amari Rivers se sont retrouvées au cœur de l'espoir et du danger. Leurs moindres faits et gestes étaient scrutés par ceux qui prônaient le statu quo. Tard par un soir d'orage, alors que la pluie s'abattait sur les trottoirs usés et que les néons de la ville scintillaient sous l'averse, les sœurs se sont blotties dans leur petit appartement. Leurs dernières recherches ont révélé des schémas alarmants, virements bancaires acheminés par l'intermédiaire de sociétés écrans obscurs, incohérences dans les documents judiciaires et même messages codés dans les transcriptions d'audiences publiques. Chaque découverte confirmait davantage la corruption qui avait piégé leur père. Bien que l'épuisement pesait sur eux,
les jumeaux ont méticuleusement mis à jour leur journal relié en cuir, en croisant les témoignages avec les documents financiers récemment divulgués que des auditeurs indépendants avaient commencé à déterrer. Au même moment, la lettre du juge Arlot à la commission d'examen juridique de l'État avait déclenché une série de réunions de haut niveau. Dans une salle de conférence austère du palais de justice du comté, un groupe de fonctionnaires réformateurs, de défenseurs des droits civiques et d'experts juridiques s'était réuni pour décortiquer les preuves. Des débats houleux ont éclaté alors qu'ils reconstituaient la chronologie des événements ayant conduit à la condamnation injustifiée d'Elia Rivers. Les discussions étaient tendues, certains responsables, menacés par la révélation imminente, plaidaient avec véhémence pour le maintien de la vieille garde, tandis que d'autres, enhardis par le tollé général, réclamaient une réforme rapide et radicale. Dans ce creuset d'idées, les germes d'une enquête approfondie ont pris racine, promettant de démanteler le réseau de corruption de longue date qui avait tourmenté Easton. La pression sur les fonctionnaires corrompus s'est accrue et des rumeurs de représailles ont commencé à circuler. Un soir, alors qu'Amani rentrait chez elle après une réunion clandestine avec un ancien greffier du tribunal, une camionnette noire la suivit sur une route déserte. Les phares du véhicule balayèrent le trottoir avant de disparaître dans la nuit, la laissant avec un frisson inquiétant et une détermination durcie comme l'acier. De retour à leur appartement, Amari et elle passèrent des heures à discuter de l'incident, conscientes que chaque pas vers la justice avait un prix. Mais au lieu de la peur, elles trouvèrent de la force l'une dans l'autre et dans la certitude que la vérité était leur arme la plus puissante. À mesure que l'enquête indépendante recueillait des preuves irréfutables, la réaction de la communauté devenait de plus en plus forte. Des organisations locales ont organisé des assemblées publiques, exigeant des comptes des dirigeants locaux. Des manifestations publiques, pacifiques mais vigoureuses, ont envahi les places publiques avec des banderoles réclamant justice et réforme. Les rues autrefois silencieuses d'Easton résonnaient désormais des voix unifiées des citoyens, unis par la conviction que la corruption ne serait plus tolérée. Les journaux locaux et les médias indépendants, inspirés par le travail assidu des journalistes d'investigation et le courage des citoyens ordinaires, ont commencé à publier des exposés détaillés reliant des personnalités influentes au système frauduleux qui avait emprisonné à tort Elia Rivers. Lors d'une soirée particulièrement mémorable, lors d'une veillée communautaire organisée dans un parc modeste sous un ciel étoilé, les jumeaux se tenaient côte à côte avec leurs voisins. Ils écoutaient les anciens raconter les injustices passées et la résilience nécessaire pour les surmonter, et les jeunes militants s'engageaient à ne jamais se laisser réduire au silence. À cet instant, Amani et Amari ont compris que leur combat n'était plus le leur. Il était devenu un modèle pour tous ceux qui avaient souffert sous le poids d'un système injuste. Tout au long de ces semaines tumultueuses, le juge Arlot a continué de jouer un rôle discret mais essentiel. Il a fait plusieurs apparitions publiques lors de forums communautaires et a rencontré en privé les dirigeants locaux pour s'assurer que la dynamique de réforme ne faiblisse pas. Son attitude s'était adoucie, passant de la figure stoïque de la salle d'audience à celle d'un homme visiblement ému par la souffrance qui l'entourait et déterminé à réparer les défaillances du système. Chaque réunion, chaque déclaration publique a eu une profonde résonance auprès de la communauté, renforçant la détermination collective à retrouver sa dignité. Au moment où la commission indépendante a présenté ses conclusions préliminaires à l'Assemblée législative de l'État, l'atmosphère à Easton était chargée à la fois d'espoir et d'anticipation. Le rapport de la commission dresse un tableau accablant de la corruption systémique, détaillant comment des preuves manipulées, des témoignages obtenus sous la contrainte et des transactions financières secrètes ont conspiré pour piéger un homme innocent. Le rapport était un appel clair au changement, un document qui non seulement exonérait Elia Rivers mais appelait également à des réformes radicales pour empêcher qu'une telle injustice ne se reproduise. Au fur et à mesure que le chapitre de l'enquête se déroulait, la quête incessante de la vérité par le juge Arlot, les efforts dévoués des jumeaux et le soutien indéfectible d'une communauté éveillée se sont transformés en une force redoutable. Chaque menace et chaque acte d'intimidation que les corrompus ont tenté d'exercer contre n'ont fait que renforcer leur détermination. Dans ce creuset d'adversité, l'esprit collectif d'Easton est né de nouveau, un esprit qui promettait de porter la lumière de la vérité même dans les recoins les plus sombres du pouvoir. Et ainsi, alors que la pluie cessait enfin et que les premières lueurs de l'aube peignaient la ville de teintes prometteuses, Amani et Amari Rivers se tenaient à leurs fenêtres, contemplant un Easton transformé. Ils savaient que le chemin à parcourir serait encore long et ardu, mais à chaque preuve découverte et à chaque tollé public, la promesse de justice devenait de plus en plus tangible. Dans le silence de cette matinée pleine d'espoir, au milieu des échos d'une communauté unie contre l'injustice, les jumeaux ont juré en silence de poursuivre leur combat, intrépides, inflexibles et déterminés à faire en sorte que le nom de leur père et l'honneur de chaque citoyen lésé soient restaurés une fois pour toutes. Sous la pression incessante de l'enquête en cours,
une avancée a commencé à émerger qui allait changer à jamais la trajectoire de la quête de justice des jumeaux Rivers. Un soir froid, alors que la ville d'Easton était enveloppée d'une douce brume et que les rues étaient silencieuses sous la faible lueur des lampadaires, Amani a reçu un message crypté sur son téléphone sécurisé. Le message, envoyé par une source anonyme prétendant détenir des informations privilégiées, laissait entrevoir un élément de preuve décisif qui pourrait révéler toute l'étendue de la corruption responsable de l'emprisonnement injustifié de leur père. L'expéditeur l'a exhorté à se retrouver dans un entrepôt abandonné depuis longtemps, à la périphérie de la ville, un endroit connu seulement de quelques-uns, où convergeaient le passé et le présent des transactions obscures d'Easton. Poussé par l'appréhension et la détermination, Aman annonça la nouvelle à Amari. Les jumelles organisèrent rapidement un rendez-vous secret avec leurs plus proches alliés, Trevon Allon, l'agent méticuleux qui les avait accompagnés à chaque étape périlleuse, et Marjorie, Marsh, Ellison, l'enseignante à la retraite dont les liens étroits avec la communauté avaient fourni de précieuses pistes. Ensemble, elles convinrent que cette rencontre pourrait apporter la percée dont elles avaient désespérément besoin, mais qu'elle exigerait le secret absolu et un courage sans faille. Le soir de la réunion, l'entrepôt se dressait comme une relique d'une autre époque, ses murs de tôle ondulés et ses vitres brisées projetaient des ombres inquiétantes sur le terrain en béton fissuré. Le groupe s'approcha à bord de 2 véhicules banalisés, se garant discrètement derrière une rangée de bâtiments abandonnés. Le cœur battant, les nerfs à vif, ils se glissèrent dans le bâtiment par une porte latérale laissée entr'ouverte par le temps et la négligence. À l'intérieur, l'air était lourd de poussière et imprégné d'une odeur de rouille, et le seul bruit était le doux écho de leurs pas sur le sol froid. Leur contact anonyme les conduisit vers une pièce cachée derrière une pile de vieilles caisses. Là, blotti dans un bureau improvisé, sous une seule lumière fluorescente vacillante, était assis un homme nerveux d'une quarantaine d'années. Il se présenta simplement sous le nom un ancien assistant d'un des fonctionnaires corrompus impliqués dans le scandale. Son regard parcourut la pièce, comme s'il craignait qu'une ombre ne trahisse sa présence. S expliqua qu'il avait été contraint au silence pendant des années, contraint de participer à des réunions secrètes et à des dissimulations qui avaient truqué toute l'affaire contre Elia Rivers. Mais récemment, la culpabilité et un besoin désespéré de rédemption l'avaient contraint à rompre le silence. S sortit de la poche de son manteau une petite clé USB abîmée et la tendit, tremblante, à Amani. Il raconta d'une voix étouffée et accablée que la clé contenait des relevés détaillés de virements bancaires illicites, des courriels internes coordonnant des pots de vin et des dissimulations, ainsi qu'une série d'enregistrements de réunions clandestines entre hauts fonctionnaires et intermédiaires criminels. Chaque détail qu'il donnait était accompagné de la promesse que, si ces preuves étaient rendues publiques, elles révéleraient tout le réseau de corruption qui empoisonnait Easton depuis des années. La voix d'Es tremblait lorsqu'il se rappelait avoir été témoin de directives visant à manipuler des preuves et comment même des témoignages cruciaux avaient été modifiés sous la contrainte. Ces aveux étaient bruts et douloureux, une litanie de trahisons qui ont porté atteinte au cœur de la confiance de la communauté. Alors qu'Es terminait son récit, le poids de ces révélations pesait sur le groupe. Trevon se mit immédiatement au travail, connectant la clé USB à son ordinateur portable sécurisé et déchiffrant les fichiers avec une précision experte. L'écran s'illumina de pages de données, des feuilles de calcul détaillant des virements suspects, des documents scannés portant les sceaux de banque locale et une série de mails corroborant la version d'Es. Une tension palpable emplissait la pièce à mesure que chaque nouveau dossier confirmait ce qu'il soupçonnait depuis longtemps, la corruption était bien plus étendue et profondément enracinée que quiconque avait osé l'imaginer. Cette découverte a électrisé toute l'équipe. Marge, dont la voix assurée avait réconforté plus d'un par le passé, a déclaré que cette preuve serait la clé de voûte de leur combat. « Ça y est, dit-elle, les yeux brillants d'un mélange de soulagement et de détermination. Grâce à cela, nous pouvons enfin laver le nom d'Elia et demander des comptes aux responsables. » Les jumeaux, qui avaient porté si longtemps le fardeau de la condamnation injustifiée de leur père, ressentirent une bouffée d'espoir qu'ils n'avaient jamais connue auparavant. Leur cœur battait la chamade, non pas de peur cette fois, mais de la promesse implacable de justice. Pendant les heures qui suivirent, le groupe resta regroupé dans cette pièce oubliée, cataloguant et recoupant méticuleusement les preuves nouvellement obtenues. Ils cartographièrent les transactions, établirent les liens entre les sociétés écrans et les fonctionnaires impliqués, et préparèrent un dossier complet révélant l'ensemble du stratagème. Chaque détail a été enregistré. Chaque horodatage a été vérifié. Rien n'a été laissé au hasard. La tâche était ardue, et à mesure que la nuit avançait, l'épuisement se mêlait à l'adrénaline. Pourtant, chaque information découverte renforçait leur détermination. Chaque fait confirmé consolidait les accusations contre le réseau corrompu. Lorsque l'aube se leva enfin sur Easton,
Projetant une faible lumière à travers les vitres crasseuses de l'entrepôt, l'équipe émergea avec un sentiment de triomphe prudent. Ils savaient que ces preuves ébranleraient les fondements même de l'ordre établi si elles parvenaient au public. L'étape suivante, ont-ils convenu, était de s'assurer que l'information soit diffusée largement et en toute sécurité au comité de surveillance indépendant, aux journalistes de confiance et, finalement, à chaque citoyen qui avait souffert en silence. Avant de quitter l'entrepôt, S regarda les jumeaux avec un mélange de tristesse et de gratitude. « Je suis désolé d'avoir mis si longtemps à me manifester, dit-il doucement, les yeux baissés. Mais je devais être sûr d'être prêt. Et maintenant, tu dois utiliser cette vérité pour tout changer. » Le groupe s'est séparé sous le couvert du brouillard matinal, chaque membre portant le poids de la responsabilité et la lumière d'une percée durement gagnée. À ce moment décisif, alors que les données de la clé USB éclairaient les voies cachées de la corruption et que les premières lueurs du jour annonçaient un nouveau départ, Amani, Amari, Trévon et leurs alliés savaient que leur bataille entrait dans une phase décisive. Les preuves qu'ils avaient obtenues étaient plus qu'un simple outil pour libérer leur père, c'était un phare qui guiderait toute une communauté vers la responsabilité et la réforme. Et avec des cœurs fortifiés par la détermination et l'espoir, ils se sont préparés à révéler la vérité, peu importe le nombre d'obstacles qui les attendaient. Les mois passèrent et une transformation palpable balaya Easton, une transformation qui allait changer à jamais le destin de la famille Rivers et de la communauté dans son ensemble. Les efforts incessants d'Amani, d'Amari, de Trévon et de leurs alliés avaient finalement porté leurs fruits. Sous la pression croissante de l'opinion publique et le poids de preuves irréfutables, une commission de surveillance indépendante avait été créée et l'appareil judiciaire de l'État était entré en action. La condamnation injustifiée d'Elia Rivers, autrefois entourée de couches de corruption et de tromperie, a finalement été réexaminée avec un regard neuf. Lors d'une réouverture spectaculaire de l'affaire, de nouvelles analyses médico-légales ont corroboré les témoignages des témoins et des dossiers financiers méticuleusement compilés ont dressé un portrait saisissant de l'injustice systémique. Les preuves étaient accablantes, à tel point que même les défenseurs les plus acharnés de l'ancien ordre ne pouvaient plus nier la vérité. Par une fraîche matinée de printemps, les remplis de promesses de renouveau, Elia fut escorté hors de la prison d'État. Les marches du palais de justice devinrent le théâtre d'un retour émouvant qui résonna bien au-delà des limites d'Easton. Voisins, militants associatifs et citoyens autrefois désillusionnés se rassemblèrent dans une mer de sourires larmoyants et de cris de joie. Alors qu'Ellie s'avançait, son regard, fatigué mais résolu, scruta la foule jusqu'à se poser sur ses filles. Amani et Amari, debout en tête, rayonnaient d'un mélange de soulagement et de fierté discrète, témoignant de la force d'une famille unie contre vent et marée. Les retrouvailles relevaient du miracle. À cet instant, le temps sembla s'arrêter tandis que père et fille s'embrassaient, leurs cœurs longtemps séparés battant en une célébration synchrone de rédemption et d'espoir. Dans les jours qui suivirent, Easton commença à changer. Le scandale qui avait secoué la ville avait entraîné des réformes radicales à tous les niveaux de l'administration. Le réseau corrompu qui prospérait autrefois dans l'ombre fut démantelé petit à petit, et les principaux responsables furent tenus responsables. Une vague de nouveaux dirigeants, animés par la transparence et l'engagement en faveur de la justice, émergea des ruines de l'ancien régime. Les forums publics et les réunions municipales sont devenus des événements réguliers, et les citoyens qui vivaient autrefois dans la peur ont désormais pu s'exprimer avec audace sur leurs droits et leurs espoirs d'un avenir meilleur. Pour le juge Ellington Arrow, ce parcours fut à la fois personnel et professionnel. La promesse faite à Amani et à Amari lors de cette rencontre calme et émouvante l'avait engagé sur la voie de la transformation. Il devint un fervent défenseur de la réforme judiciaire, prônant des politiques garantissant équité et responsabilité. Ses efforts furent largement reconnus, et il fut bientôt célébré non seulement comme juge, mais aussi comme gardien de la vérité dans une ville avide de changement. Ses discours publics, prononcés avec un mélange de gravité et de passion sincère, ont inspiré de nombreuses personnes à croire que même la corruption la plus profondément enracinée pouvait être surmontée. Les jumeaux Rivers, qui avaient porté le lourd fardeau de l'emprisonnement injustifié de leur père, sont devenus des symboles de résilience et de détermination juvénile. Ils ont canalisé leur douleur dans le militantisme, ils ont organisé des programmes de sensibilisation communautaire et ont pris la parole dans les écoles pour souligner l'importance de lutter contre l'injustice. Leur histoire, autrefois marquée par le chagrin et l'incertitude, est devenue un phare d'espoir, un rappel que même dans les moments les plus sombres, une seule étincelle de vérité peut déclencher un mouvement. Les médias locaux ont suivi leur voyage de près et leurs visages ont rapidement fait la une des journaux en tant que filles courageuses qui avaient aidé à libérer un père lésé et réveiller la foi d'une communauté en la justice. Lors d'une grande célébration organisée au Civic Center récemment rénové,
la communauté d'Easton s'est réunie pour célébrer le triomphe de la justice. Sous des bannières ornées de symboles d'unité et de réforme, Elia Rivers a été officiellement disculpé lors d'une cérémonie publique qui a fait pleurer beaucoup de monde. Des discours ont été prononcés par des dirigeants locaux, des défenseurs des droits civiques et même d'anciens critiques du système judiciaire, tous faisant écho à un message unique et retentissant: le combat pour la vérité était loin d'être terminé, mais les victoires, aussi durement gagnées soient-elles, avaient le pouvoir de changer des vies. Plus tard dans la soirée, alors que le soleil disparaissait à l'horizon, teintant le ciel de nuances éclatantes d'or et de pourpre, Elia, Amani et Amari étaient assis ensemble sur le perron de leur maison familiale. La maison, autrefois témoin silencieux de leur douleur et de leur perte, semblait désormais rayonner de la promesse d'un nouveau départ. Dans ce moment tendre et réfléchi, la voix douce d'Élie rompit le silence serein. « J'ai peut-être été séparé de toi pendant un temps, dit-il doucement, mais l'amour que nous partageons est plus fort que toute injustice. Aujourd'hui, nous retrouvons non seulement notre honneur, mais aussi notre espoir pour demain. » Ces paroles, prononcées avec une sincérité sincère, ont touché le cœur de tous ceux qui l'écoutaient, scellant le lien entre le père et ses filles dans une étreinte indestructible. À la tombée de la nuit sur Easton, la ville vibrait d'une énergie renouvelée, à un battement de cœur collectif de citoyens ayant assisté au triomphe de la vérité sur la corruption. Les couloirs autrefois obscurs du pouvoir étaient désormais illuminés par la lumière des réformes, et chaque promesse murmurée de justice se transformait en une déclaration de changement assuré. Dans le doux silence de cette nuit transformatrice, la famille Rivers savait que, même si leurs cicatrices resteraient des souvenirs de batailles passées, elles serviraient de rappel de la force qu'il avait fallu pour les surmonter. Et à chaque pas en avant, Easton a accueilli la promesse que même les blessures les plus profondes pouvaient guérir lorsqu'elles étaient nourries par le pouvoir implacable de la vérité, de la résilience et de l'espoir.